Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Je me mets vite en route parce qu'il y a un incendie qui s'est déclaré tôt ce matin à 5h du matin à Bière. Ah oui, j'ai vu. L'école brûle, donc je file sur place. Mais mercredi, c'est journée consacrée à nos thématiques société. Quelles conséquences a le manque de neige dans les écoles et les clubs de la région? On en parle. T'expliques tout ça à nos téléspectateurs. Moi, je file à Bière et à Sancergues. À tout à l'heure, Alexandre. Ah bah, y a de la route. Hein. Allez, bon courage, Andrea. Oui, effectivement, on va parler aussi des écoles de ski de chez nous, notamment avec Norbert Tallant, directeur de l'école de ski La Trélasse à Sancergues, qui tire la sonnette d'alarme. Et puis, suite de notre dossier consacré à la grogne agricole avec le visage de la révolte agricole suisse, Arnaud Rochat, qui sera en notre compagnie. Voilà, vous êtes bien installés, fais voir ta région, c'est parti. Et on démarre tout de suite avec les actualités. Cette nuit, un impressionnant incendie s'est déclaré au collège de Bière, ravageant la plupart de ses salles et notamment sa salle de gymnastique. Ce matin, Andrea Braslopo et Florian Cavalleri étaient sur place pour récolter à la fois les réactions des passants, mais aussi des autorités et des pompiers. Regardez. Un incendie à Bière s'est déclaré tôt ce matin ici à l'école. On fait le point de situation justement avec les autorités sur place. Tout d'abord avec le syndic. Bonjour Monsieur Denrea, merci d'être en notre compagnie. Vous êtes le syndic de Bière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement tôt ce matin? Notre collège a brûlé. Voilà. Très lapidaire, on dit ça, vers les 5 heures ce matin. Ces messieurs pourront le confirmer. En arrivant sur place, on a vu tout de suite que l'ensemble de la salle de gym était en feu. À l'instant où on parle, on ne sait pas exactement quelles sont les causes de cet incendie. Alors une enquête est en cours au niveau de la gendarmerie. Pour l'instant, on n'a aucune donnée sur ce qui s'est passé, pourquoi ça a brûlé. Pour nous, au niveau pompier, on se consacre actuellement juste sur la protection de la partie école et sur la protection de la partie caserne des pompiers et appartements d'habitation. Des moyens complémentaires ont été demandés. Donc on a des corps du SDIS Etra-Région qui sont intervenus, du SDIS Morget, du SDIS Nyondol, ainsi que du SDIS Région Venoge. On a sur site pour le moment une dizaine d'engins avec entre 50 et 60 sapeurs-pompiers. Et puis jusqu'à présent on a eu 2 pompiers légèrement blessés suite à l'incendie. Blessés légers qui n'ont pas nécessité de transport à l'hôpital. Non, pour l'instant, tout le monde est un peu abasourdi. On regarde ça. Évidemment, les parents d'élèves sont toujours curieux de savoir si leur enfant va pouvoir réintégrer le collège. Ils ont congé aujourd'hui, hein, ceux qui occupaient les 200 et quelques élèves qui sont classés ici en congé. Alors nous, on a les enfants qui sont scolarisés normalement aussi au collège d'Apt, puis on a reçu l'info qu'il n'y aurait pas école, et puis ils avaient envie de venir voir pourquoi ils n'avaient pas école. J'étais à la fois contente parce qu'on n'a pas école, mais à la fois il y a la maison qui il y a l'école qui brûle. Du coup, ça fait quand même un peu bizarre dans les émotions. Je savais pas trop dans ma tête ce qui se passait. J'ai entendu les sirènes cette nuit, mais j'ai pas du tout imaginé que ça pouvait être là. J'habite au milieu du village, au rez-de-chaussée, voilà. On voit beaucoup d'émotions chez vous. Oui, parce que c'est quand même inimaginable, ce collège-là. Les collèges, les enfants, tout est bloqué, c'est vraiment une catastrophe. Hein. J'ai grandi ici, j'ai fait ma scolarité ici, c'est normal que ça nous touche. Je sais pas quoi dire de plus. On espère pouvoir leur apporter des bonnes nouvelles d'ici peu, c'est-à-dire qu'ils puissent continuer à pratiquer les activités scolaires, au dehors de la gymnastique évidemment, qui elle est ruinée en tout cas pour cette saison. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu ému. Hein. Oui, il y a un peu d'émotion, ça c'est sûr. Il y a aussi de la réflexion, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on veut reconstruire, on va reconstruire, ça c'est une évidence, on continuera à aller de l'avant avec ça. On se pose la question de quand est-ce qu'on pourra réintégrer l'école. On sait que finalement la fumée peut avoir des conséquences aussi à moyen terme sur un établissement. Quand est-ce que vous pensez que ces élèves pourront retrouver l'école ? Alors cette question est en cours d'analyse. On va essayer de faire au plus vite. En tout cas, on préserve les lieux tels qu'ils sont. Mais voilà, je ne peux pas vous donner de réponse à ce moment-là. Et on ouvre à présent notre page société consacrée aujourd'hui aux écoles de ski. Oui, nous sommes encore dans les vacances scolaires, en tout cas en ce qui concerne le canton de Genève. Et les écoles de ski sont censées faire le plein pendant les vacances d'hiver. Mais avec un Jura aussi vert, eh bien, les écoles du Jura de ski donc, tirent la langue à la Trélasse, notamment à Sancergues. Les cours durant les vacances scolaires de février ont tous été annulés. On en parle avec vous, Norbert Tallant. Bonjour.
Bonjour Norbert, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur de l'école de ski de la Trélasse à Saint-Cergue. Alors les vacances de février, bah oui, c'est la plus belle occasion justement pour faire le plein. C'est là notamment où vous attendez du monde. Et alors à Saint-Cergue, bah pas de neige. Pas de neige, ça fait plusieurs hivers que c'est compliqué. Mais là, vraiment pas de neige pendant les vacances, tous les cours annulés. Comment est-ce que vous vivez cette situation, Norbert Tallant ? Alors la situation est effectivement compliquée suite à l'hiver dernier déjà où on n'a pas eu beaucoup de jours d'ouverture, mais on a quand même réussi à faire une saison, on va dire, raisonnable. Et cette année, malheureusement, on n'a vraiment pas du tout de neige. Il est impossible d'aller skier aussi bien sur la Dôle que chez les Français, au Jouvencel ou à la Serra, malheureusement. Ça veut dire que toute la saison, Norbert Tallant, aucun cours n'a pu être donné ou bien il y a eu quand même une ou deux périodes où l'enneigement était suffisant ? Alors nous, à la Trélasse, on n'a eu aucun cours donné. On a eu très peu de neige à mi-décembre, début décembre. Et après, on a eu des grosses pluies qui nous a nettoyé le terrain. On s'est retrouvé de nouveau en mode pâturage été. Et on a pu sauver quelques cours les mercredis après-midi. On en a fait 4. Mais on a dû aller chez Français parce que là, ils ont de la neige artificielle. Et on a réussi à sauver 4 mercredis après-midi. Ouais, 4 mercredis après-midi pour la saison d'hiver. On imagine bien sûr, Norbert Tallant, que ce n'est pas assez aujourd'hui. Dans quelle position est votre école ? Est-ce qu'on pourrait dire que ce serait tellement compliqué qu'on pourrait imaginer la fin de l'école de la Trélasse, très franchement ? Alors, une chose est sûre, c'est que financièrement, oui, c'est compliqué. On compte quand même à faire une trentaine de jours sur la saison pour amortir la saison. Et là, avec en gros 0 jour, c'est pas ces 4 mercredis qui nous sauvent, on se retrouve dans une position délicate pour l'hiver prochain, parce qu'on n'a pas le financement pour pouvoir espérer faire une saison. Surtout si la saison prochaine ne devait pas se faire, il y a un moment, on est obligé de travailler quand même pour encaisser un minimum pour pouvoir assurer la saison, ce qui n'est du tout le cas. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous imaginez même potentiellement faire banqueroute, excusez-moi de l'expression. Alors banqueroute, c'est un peu direct, mais on se pose la question de savoir si on continue, ça c'est sûr. Sur les réseaux sociaux, Norbert Tallant, vous avez notamment mis le feu aux poudres un peu en déclarant, je vous cite, « Après l'hiver dernier compliqué, nous voilà dans une position délicate ». Effectivement, vous venez de l'exprimer ici, mais vous continuez en disant « Contrairement à d'autres grosses sociétés, nous ne touchons aucune aide financière publique. Allez savoir pourquoi. On comprendra tous que ce tacle serait destiné à Télédôle, non ? Alors, la grosse société en question, effectivement, c'est Télédôle. Eux ont de la chance de pouvoir toucher de l'argent, que ce soit la commune de Saint-Cergue ou de Nyon Région. Nous, on n'a rien en même temps, peut-être parce qu'on ne demande rien non plus. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais touché un seul centime des autorités. Et voilà, on s'est toujours débrouillé par nous-mêmes. Et pour ce qui est des téléskis, c'est souvent l'école de ski qui amortit le fonctionnement des installations de la Trélasse. On pourrait finalement vous comparer les deux choses, mais quelque part, la Trélasse est consacrée, enfin ce téléski est là finalement pour votre école de ski, alors que si on regarde Télédôle, qui est à la fois avec les pistes de Saint-Cergue, ou bien dans la station Jura-sur-Léman, on pourrait dire qu'elle se destine finalement plus largement à la population et au tourisme, non ? Alors nous, je pense qu'on est destiné également à la population, au tourisme. Les téléskis sont ouverts à tout le monde, c'est public. Maintenant, on a une école de ski comme à la Dôle, il y a une école de ski aussi. On travaille aussi sur la Dôle. Donc, ça reste une société. Télédôle, c'est une SA, nous sommes une SARL. Voilà, donc pourquoi certains auraient droit à une aide et puis pas d'autres. C'est tout. Moi, après, c'est juste cette question-là. Maintenant, si nous, on n'a rien, on arrêtera et puis c'est tout. Ce qui est dommage, c'est que c'est une société qui fonctionne, qui a toujours su amortir ses saisons, qui a toujours su faire travailler du monde. Il y a toujours du monde qui se balade sur la Givrine, il y a du monde à la Trélasse. Et puis, ça serait dommage d'arrêter parce qu'on attire quand même énormément de monde de Nyon, on va dire, entre Genève et Rolle, quand même.
Comment est votre rapport aujourd'hui, je parle de l'école de ski de la Trélasse bien sûr, avec les autorités, notamment avec la commune de Saint-Sergue? On n'a pas spécialement de rapport. Moi, je travaille à la Trélasse. Après, je n'ai pas de rapport direct avec la commune. Pas de rapport direct avec la commune. Voyons peut-être vers l'avenir, Norbert Tallant. On comprend, hein, vous tirez la sonnette d'alarme aujourd'hui sur notre plateau, comprenons-le bien. Mais aujourd'hui, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Quelles solutions vous envisagez pour sauver aujourd'hui votre école de ski de la Trélasse? Alors nous, ça serait plus les téléskis, l'école de ski. Si on n'est pas à la Trélasse, on pourrait travailler sur la Baule, sur Saint-Sergue, pour autant il y a de la neige, évidemment. La solution pour qu'on puisse relancer, en tout cas, la Trélasse l'hiver prochain, c'est qu'on ait juste une garantie financière. S'il y a de la neige, bon, on n'a besoin de rien. S'il n'y a pas de neige, juste qu'on puisse amortir au moins les frais qui nous engagent dans la saison, les frais fixes. Pour amortir justement ces frais dont vous parlez, est-ce qu'il ne faudrait pas au fond se préparer à quasiment ne plus avoir de neige du tout durant l'hiver, en tout cas exploitable pour donner des cours de ski, et réfléchir potentiellement à d'autres activités, je ne sais pas moi, mais du karting sur herbe ou ce genre d'activités, de les développer davantage à la Trélasse? Alors, les terrains à la Trélasse s'y prêtent pas. C'est un pâturage. On n'arrive pas à faire quelque chose là-haut. Maintenant, si on doit imaginer une nouvelle activité hivernale à la Trélasse, c'est toujours la même chose. C'est qu'on va prévoir autre chose et puis c'est là où il va tomber 1 mètre de neige et puis on va devoir rebattre sur le ski. Donc ça, on peut prévoir 2 activités différentes en attendant de savoir ce qui va nous arriver en début de saison. Donc pour vous, c'est le ski et puis la neige sont encore trop importants, on l'aura compris, mais pour couvrir ces frais, vous parlez de frais fixes. Ils sont de combien, Norbert Tallant, justement? Ça varie les années, mais en gros, c'est entre 30 et 35 000 francs, voire 40 000 pour couvrir le fonctionnement école de ski et téléski à la Trélasse. Norbert Tallant, directeur... Oui, bien entendu, effectivement, ça on aura compris tout à fait. Je vous remercie beaucoup Norbert Tallant, je rappelle que vous êtes directeur donc, de l'école de ski La Trélasse Saint-Sergue. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Fais voir ta région. Volontiers, merci à vous. Merci. Et en ce qui nous concerne, eh bien, on continue sur cette page, justement, parler des écoles de ski. Il n'y a pas que les écoles de ski eh bien, qui tirent la langue. Il y a aussi, bien entendu, les clubs de ski de la région. Et notamment, Andrea, il me semble que tu es justement en compagnie du président du ski club de Nyon. Qu'en est-il justement de cette saison? Et puis, où es-tu justement qu'on voit l'état de la neige et des pistes? Exactement, et je suis en compagnie de Pierre Girard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être ici avec nous au pied des télésièges de Saint-Sergue. Rappelez-moi déjà le prénom de ce télésiège. Le nom du télésiège, le corps de garde. Corps de garde, justement, et comme le disait Alexandre, pas de neige, on est mercredi, ça devrait être journée ski. Ça devrait être journée ski, oui, pour nous, les enfants de 7 à 11 ans, qu'on sort les mercredis après-midi. Mais aujourd'hui, pas de ski. Il nous restera encore mercredi prochain. Si la neige venait à revenir, on essaierait d'y aller. Mais là, pour le moment, c'est la météo qui décide et c'est pas nous. Oui, on le voit, hein, c'est bien vert. Ça vous fait quel effet de voir finalement tous ces pâturages et de ne pas avoir eu finalement de saison de ski? Écoutez, c'est triste pour les fanats de ski que nous sommes. On range notre frein, on n'a rien à faire. Enfin, rien à faire. Où il faut faire des kilomètres pour y aller, mais pas de possibilité de venir ici dans la région de Saint-Sergue ou sur le Jura-sur-Léman, le nouveau nom du massif de la Dole et du Jourancel. Ouais, c'est comme ça, on est obligé de faire avec, on décide pas la météo, malheureusement. Oui, on comprend votre tristesse, parce que finalement, c'est aussi plusieurs adeptes, plusieurs sportifs, plus de 200 membres aujourd'hui qui font partie de l'histoire du ski club de Nyon, un club fédérateur qui est à l'origine notamment des clubs les plus vieux du district de Nyon. Est-ce que vous pouvez faire autrement? Vous citiez tout à l'heure Télédole. Est-ce qu'on peut amener justement les jeunes faire du ski ailleurs? Quelles sont vos solutions actuellement? Parce que vous avez une excellente saison sportive, on va en parler d'ici quelques instants, mais comment vous faites concrètement sans la neige à Saint-Sergue? Alors, sans la neige à Saint-Sergue, pour les petits de 7 à 11 ans, il n'y a pas de sortie. Pour les plus grands, 12-18 ans, eux, ils vont dans les Alpes le samedi.
On a une cinquantaine de jeunes qui vont dans les Alpes. Ça fonctionne parce qu'ils vont à une certaine altitude où on a la neige. Alors, et puis après, pour les sorties loisirs, le ski de fond, c'est plutôt râpé parce qu'on reste dans la région, puis il n'y a pas de neige. Pour le ski alpin, c'est des sorties qu'on organise, qu'on va dans les Alpes aussi, à l'altitude où on trouve la neige. Puis on a des kilomètres à faire, c'est clair. Et ça demande une organisation aussi de pouvoir faire déplacer tout le monde. Bon, ça, on est au point. Alors, à ce niveau, on est rodé pour ça, c'est pas un problème. Mais c'est pour nos adeptes qui aiment aller skier dans la région, qui aiment aller faire le ski du matin ou d'aller skier l'après-midi. Et cette année, il y a eu un peu du côté de la Dôle. Les Jouvencelles ont tourné jusqu'à vendredi dernier, j'ai entendu. Mais maintenant, on attend qu'il reneige. Il faut qu'il reneige quand même beaucoup pour pouvoir, entre guillemets, avoir l'envie. Parce qu'il y en a déjà maintenant, ils ont bientôt rangé leur ski. Il faut dire ce qu'il est. Peut-être de la neige, justement, en fin de semaine, on va marcher par ici, Monsieur Girard, qui vous permettrait de faire peut-être un dernier mercredi du mois. Mais j'aimerais revenir sur la compétition parce que vous avez eu d'excellents résultats. On va d'ailleurs voir quelques images de ces sportifs avec quelques jeunes qui ont brillé. Donc, ça ne vous a pas empêché de faire de très bonnes compétitions. Alors, le groupe compétition fonctionne bien. Alors, les entraînements, eux, ils ont déjà commencé pratiquement l'été dernier, l'automne et tout. Nos jeunes fonctionnent bien. On a un groupe de 30-35 compétiteurs et où on a beaucoup de plaisir, c'est que on a les petits derrière qui poussent et qui font des bons résultats. Donc, on a de la relève. Parce que les 14-15 ans font des bons résultats, comme Juliette Mermot, qui est championne du monde de Super G le week-end dernier. Mais donc bientôt, elle est dans les grands. Et on a des petits derrière qui viennent et qui nous font des podiums. Et ça, c'est un plaisir oui, il y a une motivation chez ces enfants, puis il y a aussi une motivation chez les parents, parce qu'il faut avoir aussi les parents derrière. Faut vraiment aimer le ski pour se lever le dimanche matin à 6h, pour être à 8h au pied des pistes pour les compétitions. Voyez. Puis les entraînements pendant la semaine, et ci et ça. Une passion que vous partagez et qui vous demande aussi de l'organisation, puisque vous avez un petit challenge. Vous organisez notamment une compétition interrégionale avec les meilleurs sportifs d'un peu partout à la Tsuma. À la Tsuma, ce prochain week-end, on organise 3 Super G. C'est l'Interrégio Ouest, c'est les meilleurs skieurs de Suisse romande qui sont sélectionnés, dont 3 Nyonnais qui participeront, qui sont dans les cadres engagés pour cette compétition. C'est 110 coureurs, je crois. Enfin, je ne crois pas, je suis sûr, qui vont participer, oui. Donc, samedi matin, départ tôt pour arriver à la Tsuma, surtout qu'à la Tsuma, il y a un détour à faire pour y aller maintenant. Mais on se réjouit, Est-ce qu'on peut dire que finalement, l'avenir du ski club de Nyon est assuré malgré le manque de neige, ou ça pose quand même quelques questions? Non, alors écoutez, l'avenir au niveau, je dirais, compétition, etc., c'est assuré. Mais bien sûr, il y a le manque de neige pose problème pour ceux qui font du ski plaisir, comme moi. C'est clair, là, on va pas. C'est difficile c'est pas nous qui décidons, c'est la météo. Donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. On en est là. Et on pense forcément à des pistes pour l'avenir, et notamment avec l'été, avec une construction d'une cabane qui fait partie finalement de vos priorités pour l'avenir. Alors, à venir, donc notre fameuse cabane qui se trouve au col de Porte, qui date, elle a 77, 78 ans maintenant cette année. Et le gros défi à venir, c'est le toit de la cabane qui commence quand même à avoir un peu des trous, à prendre l'eau. Et notre défi pour l'été, c'est la réfection du toit de la cabane. C'est un gros budget, une centaine de milliers de francs. Et on va bientôt lancer un appel aux dons. La Caisse du Ski Club va prendre en charge une partie, mais on n'a pas une fortune énorme au point de pouvoir tout payer nous-mêmes. Donc, on va faire un appel aux dons, entre autres au travers des membres du club, mais aussi par rapport à des entreprises ou solliciter des fonds à gauche, à droite pour réussir à trouver ces 100 000 francs pour refaire la réfection de notre toit. C'est le gros job au niveau de cette année. Puis notre cabane, elle est tellement importante pour le club, pour tout le monde, pour les anciens, mais aussi pour les jeunes, parce qu'on a tous passé des bons moments là-bas. Et puis,
On va encore en passer, ça c'est certain. Je me réjouis déjà de l'inauguration du toit de la cabane. Bah voilà, une inauguration du côté de la cabane. Évidemment, l'avenir du ski club de Nyon n'est pas à remettre en cause. Au niveau sportif, on l'aura compris, la challenge et les relèves sont là. N'hésitez pas donc à suivre cette compétition ce week-end depuis l'Atsuma. Pierre Girard, merci d'avoir été en notre compagnie. Et merci à vous. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup Andrea. C'est bien de finir justement par ces bonnes nouvelles et un petit peu de positif donc dans cette page consacrée au ski dans notre région et aux écoles de ski. Voilà, on passe tout de suite à une autre page d'actualité et à notre dossier autour des revendications agricoles qui se poursuivent dans tout le pays. On en parle aujourd'hui avec Arnaud Rocha. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Je vous en prie. Voilà, Arnaud Rocha, ouais, mettez-vous à l'aise, voilà, 2 coussins, effectivement. Arnaud Rocha, vous êtes vous-même agriculteur dans le Nord vaudois, mais aujourd'hui, si on vous reçoit, je pense que votre visage ne sera pas passé inaperçu ces dernières semaines. Vous êtes le fer de lance du mouvement Révolte agricole suisse, groupe Facebook qui compte aujourd'hui plus de 7700 membres. Et du coup, vous avez entamé un marathon médiatique depuis toutes ces semaines en reprenant justement ce mouvement venu d'Europe. On en a largement parlé donc sur Nyon Région Télévision. Déjà, j'aimerais savoir, ça va vous, après ce marathon médiatique, le fait d'être exposé et puis de mener ce combat, comment vous vous sentez, comment vous le vivez? Alors le marathon n'est pas fini encore, mais je pense qu'on a déjà fait une bonne partie. La partie la plus difficile, c'était vraiment de lancer le mouvement, que les médias se prennent part du sujet. Et puis maintenant, on essaie d'organiser, de structurer. Et puis donc les journées sont toujours chargées. Il y a pas mal à faire entre le travail, les médias, les relations avec les autres agriculteurs, avec les cantons, tout ça. Mais ça va. Pourquoi vous, en fait? Pourquoi moi? Je sais pas. Mais voilà, j'avais ça qui bouillonnait un peu en moi. Et puis je me dis, une fois, il faut quand même qu'on se bouge. Il faut qu'on fasse aussi la part des choses pour arriver à avoir des revendications et puis à faire changer les choses pour nous, quoi. On va remonter un petit peu dans le temps, regarder dans le rétroviseur. Là, sur ces derniers jours, justement, on sait que des revendications ont été formulées, qu'ensuite des associations vous ont soutenu, notamment l'Union Suisse des Paysans, Prométer, Agora et autres. Et alors, ce qui s'est passé, surtout la semaine passée, c'est que vous êtes allé déposer une pétition, donc qui regroupe ces revendications, qui compte aujourd'hui 65 000 signatures, devant le Conseil fédéral, Guy Parmelin, et devant les 4 justement grands détaillants de notre pays. Comment ça s'est passé, justement, ces différentes rencontres? Est-ce que vous sentez que ça va faire changer les choses? Alors moi, j'étais justement présent pour la remise de la pétition à M. Parmelin. On a pu discuter avec lui à peu près une demi-heure. C'était assez constructif, mais on voit que voilà, ils n'osent pas trop se mouiller non plus. Ils sont un peu quand même tenus par toutes les obligations qu'ils ont, la pression du monde financier aussi. Et puis, je pense qu'ils ont entendu notre appel. On a essayé d'être assez direct, assez clair. Et je pense que ça va faire remonter un petit peu les choses. Ça va poser bruiter aussi dans le Parlement. Mais la clé, ce sera vraiment que les parlementaires travaillent avec des motions, avec des interpellations. Et puis que justement, vous me faites ma transition toute trouvée, Arnaud Rocha, puisque la politique a commencé à s'en mêler. Pour parler vraiment du canton de Vaud, on en a parlé lundi sur notre plateau, sur le même plateau justement avec Laurence Créteny, qui hier, mardi, au Grand Conseil vaudois, a déposé donc une résolution visant à soutenir votre révolte paysanne. Et donc cette résolution a finalement réussi à être votée hier à main levée. Donc c'est un vœu formulé de la part des parlementaires, mais non sans un grand débat, justement. On va y revenir, mais d'abord, j'aimerais juste qu'on écoute ensemble Laurence Créteny et je vous fais réagir tout de suite, Arnaud Rocha. Regardez. Ça marche. C'est pas nouveau, ça fait des décennies qu'on se bat pour notre agriculture, mais il faut arriver à faire passer un message. Mais on a tellement eu affaire à se battre contre l'initiative eau propre, limon équitable, etc., qu'on voit plus vraiment ce que font les politiques. Mais les politiques, ils se sont investis là-dedans. On a contré les députés et députées qui sont engagés tant au niveau cantonal qu'au niveau national se sont battus là contre. Mais encore faut-il que nous ayons des majorités. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu une méfiance par rapport à ce mouvement? Est-ce que le politique ne se disait pas, au fond, on attend de voir où ça va?
Non, alors le politique n'attend pas de voir où ça va. Et c'est la problématique de la communication et de la mise en lumière de qu'est-ce que font les agriculteurs et agricultrices, les gens des métiers de la terre engagés en politique. Et comme je vous disais au départ, c'est qu'on vient vers nous quand il y a une crise, quand on n'en peut plus, mais on ne voit pas le travail qui est fait avant, tant par les chambres d'agriculture cotonale qu'au niveau de l'Union suisse des paysans. Et c'est cette grosse problématique qu'on a actuellement, c'est cette communication. Voilà, donc vous venez d'entendre Arnaud Rochat, Laurence Créteny, donc députée au Grand Conseil, elle-même agricultrice comme vous. Est-ce qu'aujourd'hui le politique dans notre région en fait assez pour les agriculteurs ? Je pense qu'ils font déjà un bon boulot, oui. Et puis après, c'est aussi à nous, si on voit des choses qui ne sont peut-être pas traitées justement en politique, c'est à nous de les amener, d'amener notre avis et puis nos inquiétudes par rapport à ça. Dans les revendications, justement, alors je vais les reciter, notamment une amélioration des revenus, notamment sur les marges qui sont faites par rapport aux détaillants, mais aussi l'aspect bureaucratique, administratif, on va revenir là-dessus. Mais alors, ce qui a posé souci, en tout cas ce qui a clivé clairement le politique hier au Grand Conseil, c'est le sujet de l'écologie. Parce que dans cette résolution, qui a amené à plus de 2h30 de débat, il faut le dire, c'est que un petit texte dans cette résolution posait souci autour de ces revendications sur l'écologie absurde. Alors là, clairement, un clivage gauche-droite s'est apposé. Vous comprenez ça, Arnaud Rochat ? C'est quoi le problème avec l'écologie et l'agriculture ? C'est effectivement un grand problème, mais c'est une question de fond, je pense aussi, de savoir par rapport à l'auto-approvisionnement, savoir si on veut une production comme agricole en Suisse ou si on veut plutôt tanger sur une production de biodiversité puis plutôt importer des produits. Et puis on doit trouver en fait ces justes mesures en dire oui, on doit produire pour la nourriture quand même, parce qu'on a besoin de cette nourriture suisse, et puis trouver un équilibre de comment améliorer la biodiversité, comment la garder, tout en produisant. Et puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de débats qui vont être faits là-dessus, parce que c'est pas facile de trouver un équilibre. Et puis nous, on a aussi besoin peut-être de liberté un petit peu pour trouver cet équilibre, parce que ça dépend d'où on se trouve, de nos exploitations, de notre terrain. Et puis c'est bien de laisser un peu de marge aux paysans pour qu'ils disent, voilà, moi j'aimerais plutôt faire cette mesure parce qu'elle correspond mieux, parce que j'ai peut-être des marais, j'ai peut-être une montagne comme ça. Et puis on a vraiment besoin qu'on nous fasse confiance aussi, parce que nous, on travaille avec ça, c'est notre outil de travail, le sol, la nature, donc on va de toute façon la protéger, mais c'est nous laisser un peu de marge pour mieux s'approprier ces mesures. Mais ce qui a posé débat, je pense, c'est sur les mots, parce qu'il y est question d'écologie absurde, en fait. Vous employez ces termes, stop à l'écologie absurde. Oui. Qu'est-ce que c'est l'écologie absurde ? L'écologie absurde, c'est des mesures qui ne sont pas appropriées justement ni à la technique, ni peut-être au lieu où elles sont appliquées. C'est des mesures qui sont généralistes, en fait, et puis on voit que peut-être dans certains cantons, comme ça, en fait, ça ne fait pas sens, puis dans d'autres, oui. Et puis on devrait vraiment plutôt avoir des mesures qui sont à choix, et puis laisser le paysan dire, voilà, moi je choisis 10 mesures sur 30, ce serait obligatoire par exemple d'avoir 10 mesures, et puis de pouvoir adapter par rapport à ce qu'on a sur le terrain, puis pas de faire d'une généralité la biodiversité, parce qu'elle sera différente à plein d'endroits dans la Suisse. Et puis je pense que c'est vraiment ça qu'on doit adapter l'écologie aussi au site, et puis c'est comme ça qu'on pourra avancer après. Donc aujourd'hui, je l'ai dit, cette résolution a finalement été acceptée après ces longs débats et puis différents amendements qui ont modifié justement cette partie du texte autour de l'écologie. Au fond, qu'est-ce que vous attendez, Arnaud Rochat, de cette résolution et puis potentiellement du Grand Conseil vaudois ? Alors la résolution, on attend que ça s'est aussi voté sur Fribourg, ça va se faire sur Genève, peut-être au Valais. Donc c'est vraiment de mettre la pression aussi sur Berne, sur le Parlement, et puis d'avoir le soutien des politiques qui sont avec nous, qui comprennent aussi, vu qu'ils ont pu quand même débattre et puis traiter de ces sujets, qu'ils les comprennent et puis qu'ils puissent les remonter plus haut et qu'on ait vraiment leur soutien. Je pense que ça, c'est ce qui est principalement important. Et le Conseil d'État vaudois, parlons-en aussi, puisque la conseillère d'État en charge de l'agriculture, Valérie Ditli, s'est prononcée sur cette question justement hier au sujet des revendications agricoles au Grand Conseil. Écoutez-la. Lundi soir, j'étais moi-même, je me suis rendue à Villars, j'étais touchée par le fait qu'il y avait beaucoup de jeunes, moins de 30 ans, qui étaient là et qui étaient désespérés. Aujourd'hui, j'ai écouté vos débats et puis, je vous le dis très ouvertement, c'est moi qui est aujourd'hui un peu désespérée. État fort ou pas, écologie contre l'agriculture, l'écologie c'est à gauche, l'agriculture c'est à droite. Je crois que je rêve un peu.
La seule chose que les agriculteurs demandent et les agricultrices demandent aujourd'hui, c'est avoir des prix équitables, des prix qui leur payent leur travail. Puis dans cette résolution et dans les demandes de la révolte paysan, il y a beaucoup de points sur lesquels nous, le canton, et vous, ceux qui font les lois de ce canton, on n'est pas compétents. Et ça, il faut juste se rendre compte. Où on est compétent, où on a une marge de manœuvre, et je l'ai dit lundi soir, c'est au niveau des contrôles qu'on fait sur les fermes. Et puis c'est là où je vais agir comme ministre de l'Agriculture, c'est là où j'ai déjà mis en place des projets comment on peut affaiblir un peu ou soulager un peu le monde paysan des contrôles. Là-dessus, je vais agir. Là-dessus, on a une compétence. Sur tous les autres points, quasiment, et puis je sais, pour moi, même c'était un peu déprimant d'entendre ça de mon service, on n'a pas trop de marge de manœuvre. De manœuvre pour toutes ces questions. En revanche, on sent le soutien de Valérie Dietly, en tout cas sur vos revendications. Votre réaction, Arnaud Rochat, par rapport à ce que vous venez d'entendre? Bonne question. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est quand même faite. Je pense qu'ils vont pouvoir quand même regarder sur quel point ils peuvent améliorer les choses. Et puis je pense sinon leur tâche sera plutôt peut-être de remonter les informations plus haut, de mettre la pression sur le Parlement à Berne, vu que c'est plus eux qui décident avec l'OFAC, par exemple, de ce qui peut être fait. Mais je pense que c'est bien qu'ils prennent conscience de nos revendications et puis qu'ils puissent aussi les porter plus haut. Et peut-être aussi que les partis s'allient, parce qu'on a beau être de gauche ou de droite, on doit tous se nourrir. Et je pense que c'est important qu'on puisse avoir un peu une voie unique pour porter l'agriculture et puis qu'on puisse la conserver, quoi. Autre point sensible aussi, j'aimerais votre avis là-dessus, Arnaud Rochat, parce que votre révolte, elle a commencé sur le terrain, en suivant un petit peu ce qui s'est fait du côté français, en retournant les panneaux des villages, en mettant des slogans à l'entrée des différentes communes, et puis sur les réseaux sociaux, bien entendu. Ensuite, tout cela a été soutenu officiellement par les associations Prométer, l'Union des paysans suisses et Agora. Aujourd'hui, on a l'impression que quelque chose coince un petit peu. Vous n'êtes pas tous d'accord. Je sais qu'au Grand Conseil, ça débattait aussi là-dessus pour justement dire mais qui soutient quoi et puis qui est d'accord avec quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites ? On a justement une séance demain avec Prométer, donc pour un peu se coordonner. Mais je dirais qu'on garde vraiment ce mouvement paysan. Je pense que c'est très important de garder la voix des paysans que le peuple doit entendre. Et puis c'est pas juste passer par les organisations. Et après, on va quand même tous dans le même sens. Le but, on a tous le même but. Et puis après, certaines organisations prennent des chemins un peu différents, mais on essaie de se coordonner pour avoir les mêmes actions, les mêmes mots. Et puis, finalement, ces associations, elles ont un peu peur que vous alliez trop loin, non ? Peut-être, oui. C'est un peu ce qui leur manquait un peu au début. C'est peut-être un peu plus d'ambition de dire maintenant il faut vraiment que ça bouge, parce que ils font un travail qui est très intéressant, qui est très bien, de nous défendre, mais ils vont pas vraiment à l'attaque. Et puis nous, c'est à nous les paysans de sortir maintenant de chez nous, de dire nous on veut plus que nous défendre, on veut avoir des meilleurs prix, avoir moins d'administratifs. Et puis je pense on doit le faire avec eux, mais c'est à nous de porter le mouvement. Vous n'avez pas le soutien clair de l'UDC non plus ? Ça peut être surprenant, l'UDC, parti qui défend traditionnellement les agriculteurs. Alors là, on voit justement au niveau parlementaire que les partis s'affichent, mais en tout cas, l'UDC ne s'affiche pas clairement en soutien à vos revendications. Vous comprenez ça ? Non, alors ils ont pas fait de communiqué de presse comme ça qui soutenait les revendications, mais on a quand même, on a vu dans les votations, bien dans certaines revendications qui ont été mises, l'UDC nous soutient quand même. Et puis je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de faire un communiqué de presse pour dire l'UDC nous soutient, mais ce qu'on veut vraiment voir maintenant, c'est dans les actions, c'est au Parlement, qui c'est qui va travailler. Nous, on va regarder, ils nous disent ou certains partis nous disent qu'ils sont pour l'agriculture, on va maintenant les faire travailler, on va voir qui c'est qui travaille, et puis aux prochaines élections, qui soutient, qui a bien soutenu l'agriculture. Oui. Ce que vous dites, au niveau justement des actions, vous parlez des actions, vous êtes prêt à aller jusqu'où, Arnaud Rochat, avec votre mouvement Révolte agricole suisse ? Alors pour l'instant, on essaye de faire des actions qui sont plutôt pacifistes, qui sont menées de manière à que la population ne soit pas impactée. On veut vraiment la garder avec nous. Donc pas bloquer des routes ? Non.
on essaye de mettre la balle aussi dans le camp de la Confédération, de l'OFAG, des grands distributeurs aussi, pour leur dire, voilà, nous, c'est ça qu'on aimerait. S'ils veulent travailler avec nous, on est prêt, on est ouvert. Et puis, si ça bloque, si on n'arrive pas à avoir ce qu'on aimerait, parce que c'est vraiment important et il faut que ça bouge rapidement aussi. Et donc, si on n'arrive pas... Vous seriez prêt à durcir un peu le mouvement ? Oui, absolument. Jusqu'où ? Jusqu'à aller bloquer peut-être les frontières, faire des blocages sur certains grands axes pour, par exemple, bloquer les camions de transit ou comme ça. Donc, on n'a vraiment pas bloqué le peuple, parce que les gens qui travaillent, c'est important qu'ils puissent aller travailler, ils sont comme nous, ils ont aussi des défis, mais vraiment bloquer un peu le système économique. Et je pense qu'il y a des actions qui peuvent être prévues, s'il faut, on le fera. Ouais. Bah justement, soit à Bâle ou à Zurich. Justement, c'est ma dernière question, parce que ce week-end, je crois, donc 24 février notamment, il y a des actions concrètes qui vont se mener dans tout le pays avec votre mouvement. Lesquelles ? Oui, alors le 24 février, ce sera des feux. Donc ils sont organisés par groupe de paysans. Et puis le but, c'est vraiment de faire un feu, de se rassembler autour de ce feu, de faire une veillée sympathique, de montrer la mobilisation dans toute la Suisse. Donc il y aura des feux un peu dans tous les cantons. Et puis, des feux ou des feux dans les champs ? Oui, comme du style feu du 1er août. Certains ont décidé de faire plutôt bûche finlandaise sur la place du village, c'est aussi possible. Et le but, c'est vraiment d'inviter aussi le peuple à venir discuter avec nous, qu'ils nous comprennent, qu'on puisse échanger sur les revendications, sur les défis qu'il y a, et puis de créer ce lien avec le peuple, et puis de montrer qu'on se mobilise dans toute la Suisse, et puis qu'on est prêt à se bouger. On suivra en tout cas donc la suite de ce mouvement et de ses actions sur Nyon Région Télévision. Merci beaucoup Arnaud Rochat d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes agriculteur et donc à la tête de ce mouvement Révolte Agricole Suisse. Merci. Et merci à vous qui nous avez regardés, de nous avoir suivis dans Fais voir ta région. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à nous le laisser aussi sur les réseaux sociaux au sujet à la fois des écoles de ski ou bien justement de ce mouvement agricole suisse. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis pour ma part, on se retrouve demain sur le terrain pour moi et Andrea en plateau dans un nouveau numéro de Fais voir ta région. D'ici là, belle soirée à tous sur NRTV.